Donc voilà, donc pour finir la matinée, je vais vous faire une petite présentation de la loi d'orientation des mobilités. Donc on va revenir sur du réglementaire. Alors je sais que c'est pas forcément la chose la plus passionnante, mais voilà. Donc déjà, pourquoi cette LOM Tout simplement parce que avant 2019, donc il y avait 80% du territoire qui n'était pas couvert par une autorité compétente en matière de mobilité. Et donc voilà, c'était des territoires sur lesquels il n'y a pas forcément de stratégie, ou en tout cas des difficultés à mettre en place des stratégies en termes de mobilité. On a donc 25% des Français qui ont déjà refusé une offre d'emploi faute de solution de mobilité. On a déjà abordé tout à l'heure le transport qui est responsable donc, de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, c'était aussi une opportunité de créer un environnement favorable aux nouvelles mobilités pour diminuer l'autosolisme et en rendant les modes actifs et partagés plus attractifs. Donc ça, on l'a déjà évoqué dans d'autres présentations. Donc les trois piliers de la LOM, d'abord, c'est d'investir plus et mieux dans les transports du quotidien. Donc c'est de réorienter les investissements en faveur des transports du quotidien. C'est de permettre à tous de se déplacer en facilitant le déploiement de nouvelles solutions. Donc on reviendra dans la deuxième partie. Donc les mobilités, déplacements, domicile-travail qui sont au cœur du dialogue social dans les entreprises. La mise en place d'un forfait mobilité durable qui va concerner notamment le covoiturage et le vélo. Les mobilités de personnes en situation de handicap qui sont facilitées. Donc là, on est bien sur des piliers nationaux qui ont été mis en place en 2019. En tout cas, c'est instauré dans le cadre de la LOM. Et on a donc un engagement vers une transition, vers une mobilité plus propre, donc avec des actions, notamment la prime à la conversion, le plan vélo qui est issu aussi des discussions de la loi d'orientation des mobilités, un plan covoiturage pour développer le covoiturage du quotidien notamment, et la mise en place des zones à faible émission mobilité, sur lesquelles je reviendrai par la suite. Donc juste une petite planche très rapide pour dire que la compétence mobilité, en fait, c'est 6 catégories de services différentes qui sont listées dans la loi. Donc on a des choses assez connues, donc les transports publics réguliers. Donc là, j'ai cité quelques exemples. J'ai mis les exemples de Tours et d'Orléans. Le transport scolaire, donc voilà, le réseau Rémi qui assure le transport scolaire. On a le transport public à la demande. Donc là, on a mis deux types. Enfin, l'illustration, elle illustre un peu deux types de transport public. Donc là, on va être sur du transport qui n'est pas, qui est pas régulier. Donc c'est la possibilité soit d'avoir une ligne fictive en fait avec des transports qui vont se mettre en place à la demande des usagers, par exemple. Donc les mobilités actives dont on a déjà parlé, donc le vélo et la marche. Les mobilités partagées, donc le covoiturage et l'autopartage, et les mobilités solidaires, qui est une des 6 catégories de services qui relèvent de la compétence mobilité prise par les autorités organisatrices des mobilités et qui fait donc partie de cette enveloppe. Donc quelques mesures clés de la LOM. Donc on a une couverture du territoire par des autorités organisatrices des mobilités à 100%. Donc comme on l'a déjà évoqué, soit les EPCI ont pris la compétence mobilité. Donc en région Centre-Val de Loire, on a 13 collectivités qui ont pris la compétence. Ou alors c'est la région qui est devenue AOM locale par substitution. Et le conseil régional, donc la région est-elle chef de file de la mobilité au niveau régional. Voilà. Donc en parallèle, donc, je ne l'ai pas mis dans la planche là, mais on a donc la mise en place des bassins de mobilité qui ont été instaurés par la région en concertation avec les territoires, les EPCI et les AOM, et donc la mise en place des comités de partenaires. Donc on l'a abordé, ça a été abordé je crois par le CEREMA tout à l'heure. Donc c'est une instance qui se réunit à minima une fois par an, avec donc les représentants des employeurs, des associations d'usagers, des habitants, pour discuter, pour échanger sur les services de mobilité et aussi sur l'évolution de l'offre et des tarifs des services de mobilité.
la possibilité pour certaines AOM de lever un versement mobilité, donc, qui a été mis en place par la loi d'orientation des mobilités. Donc le versement mobilité, il est possible, il peut être levé à partir du moment où l'autorité organisatrice des mobilités met en place un service de transport régulier de personnes. Et c'est une taxe qui est prélevée sur les entreprises de plus de 11 salariés sur le territoire de l'EPCI. Et après, on a donc la mise en place de la création de 2 types de plans. Donc les plans de mobilité, donc je l'aborderai tout à l'heure sur le volet plutôt la LOM et les employeurs. Donc voilà, donc les collectivités peuvent mettre en place des plans de mobilité qui vont, sur la base d'un diagnostic du territoire, identifier des actions à mettre en œuvre sur le territoire, les types de services à développer, que ce soit mettre une action sur le covoiturage, sur les mobilités actives en développant un schéma directeur des mobilités actives. Ça peut être de développer de l'autopartage ou identifier le besoin de mettre en place des lignes de transport, de services, de lignes de transport régulières. Le deuxième type de plan, c'est les plans d'action communs en faveur de la mobilité solidaire. Donc là, c'est au niveau des bassins de mobilité. C'est un plan d'action qui est mis en place par la région et le département en lien avec les AOM pour faciliter, favoriser la mobilité de tous les habitants du territoire. Donc, voilà, je voudrais revenir sur quelques actions 4 ans après la mise en place de la LOM. Donc, on peut noter des actions sur le développement du vélo avec la création d'un fonds de mobilité active. Donc, l'État a mis en place une aide de plus de 350 millions d'euros sur 5 ans, et confirmée donc en 2022 avec un second plan vélo et marche qui porte à 1,25 milliard d'euros pour les 5 prochaines années pour la réalisation d'infrastructures cyclables pour favoriser en fait le développement des modes actifs. En parallèle, on a le financement de stationnement vélo, notamment en gare, pour finaliser, on va dire, tout l'écosystème, enfin l'écosystème vélo, en tout cas, favoriser au-delà de l'infrastructure, avoir aussi la possibilité de stationner son vélo de manière sécurisée et limiter le vol des vélos. Et donc, en parallèle également, le marquage des vélos qui a été mis en place dans le cadre de la LOM. Des solutions donc adaptées aux usagers avec l'accélération du covoiturage. Donc j'ai mis en illustration là, le plan national covoiturage du quotidien qui date de fin 2022. Alors effectivement, ça a été dit tout à l'heure, on a des chiffres dans l'observatoire du covoiturage du quotidien, mais qui ne comprennent que la partie, on va dire, formelle. En tout cas, celle qui est effectivement rentrée dans le cadre du registre des preuves de covoiturage. Donc c'est vraiment une toute petite partie du covoiturage. Ce qu'on constate, c'est quand même une évolution du nombre de covoiturages liés notamment à la mise en place d'incitations financières également au sein des collectivités. La création du forfait mobilité durable, que j'aborderai dans la suite, et le renforcement du maillage de bornes de recharge électrique, qui est aussi une des actions de la LOM. Donc la mise en place de ZFE mobilité, alors voilà, c'était une action de la LOM, je l'évoque. Donc en Centre-Val de Loire, on a 2 territoires qui sont concernés, qui sont maintenant, depuis quelques mois, territoires de vigilance, donc qui ont pour obligation, en tout cas, de mettre en place des contraintes de circulation pour les véhicules qui ne sont pas classés critères. Donc voilà, c'est en tout cas l'état actuel de cette politique-là en Centre-Val de Loire. On a un soutien en faveur des infrastructures de transport en commun, notamment pour l'État avec la mise en place d'appels à projets pour les transports en commun en site propre et les pôles d'échange multimodaux. Une stratégie nationale fret ambitieuse et la relance des trains de nuit. Donc sur le volet l'homme et employeur, donc je vais déjà évoquer les obligations qui ont pu être instaurées dans le cadre de la LOM. Donc le remboursement des abonnements au transport en commun ou des services publics de location de vélo à hauteur de 50% dans le privé, 75% pour la fonction publique.
Pour les flottes privées de plus de 100 véhicules, donc une évolution vers des véhicules à faible émission avec certains seuils à respecter pour atteindre 70% du parc en véhicules à faible émission à hauteur du 1er janvier 2030. Et des bandes de recharge véhicules pour les véhicules électriques sur les parkings d'entreprise. Un certain nombre, alors je ne l'ai pas mis dans la planche là, mais voilà, il y a des seuils en fonction du nombre de places. Je crois que c'est une place de stationnement de véhicules électriques pour 20 places de parking. Et pour les bâtiments existants, donc un abri vélo sécurisé si le parking est supérieur à 20 places. Donc voilà, j'ai mis une illustration ici de vélo, enfin d'abri vélo sécurisé. Tout à l'heure, j'ai évoqué les plans de mobilité et l'intégration des déplacements domicile-travail dans les négociations avec les entreprises. Donc c'est aussi une instauration de la LOM. Donc dans le cadre des négociations annuelles qui sont menées dans le cadre des entreprises avec plus de 50 salariés sur le même site, il y a obligation d'intégrer la mobilité dans les négociations annuelles et de réfléchir, en tout cas de mettre en place des actions pour améliorer la mobilité domicile-travail des salariés. Donc là, j'ai indiqué quelques exemples. Ça peut être l'incitation à l'usage du vélo, la prise en charge des frais de transport dans le cadre du forfait mobilité durable, la réflexion sur l'organisation du travail, la flexibilité, le télétravail. S'il n'y a pas d'accord entre l'entreprise et les syndicats, donc la LOM prévoit la mise en place d'un plan de déplacement mobilité employeur. Donc, qui va évaluer l'offre de transport, qui va analyser donc, les déplacements domicile-travail et professionnels, et qui va après, derrière, proposer un programme d'action avec un plan de financement, un calendrier de réalisation des actions et des modalités de suivi et de mise à jour. Donc ça, c'est obligatoire pour les collectivités qui n'auraient pas mené, dans le cadre des négociations, qui n'auraient pas abouti à des conclusions sur les offres de mobilité. Mais rien n'empêche une entreprise de mettre en place un plan de mobilité employeur pour améliorer la mobilité de ses salariés. Donc le forfait mobilité durable. Donc dans le secteur privé, il est facultatif, il n'est pas obligatoire. C'est pour ça qu'il est intégré dans les négociations annuelles. Au maximum, il est de 800 € par an et par salarié. Et donc, il concerne un certain nombre de modes de transport donc qui sont ici sur l'illustration. Donc, le vélo, le covoiturage, les scooters et trottinettes électriques, l'autopartage et le titre de transport en commun. Alors, hors abonnement, puisque l'abonnement, on a vu tout à l'heure qu'il était déjà financé à hauteur de 50%. Dans la fonction publique, il est obligatoire et il est de 300 € maximum par an et par agent. Et donc ce forfait mobilité durable, il est cumulable avec le remboursement de l'abonnement transport en commun. Donc autre aide financière, on va dire, le bonus écologique et la prime à la conversion. Donc le bonus écologique dans le cadre de renouvellement de la flotte, comme on voyait tout à l'heure, pour atteindre l'objectif de 70% de véhicules à faible émission en 2030. Donc il y a un bonus écologique de 5 000 € maximum pour un achat de véhicules électriques, 6 000 € si on est dans le cadre d'une camionnette, véhicule utilitaire léger. La prime à la conversion, donc là, c'est dans le cadre de l'aide à l'achat ou de la location d'un véhicule électrique ou hybride avec mise au rebut d'un véhicule classé critère 3 ou plus. Et donc voilà, j'ai un certain nombre d'aides en fonction du type de véhicule. Donc on peut retenir 6 000 € pour une voiture électrique, par exemple. 1 500 € pour un vélo à assistance électrique. Dans le cadre des déplacements professionnels, les entrepreneurs peuvent aussi apporter une aide à leurs salariés, donc notamment dans le cadre de l'indemnité, avec l'indemnité kilométrique. Donc c'est la possibilité de rembourser comme frais professionnels les frais occasionnés par un salarié par l'utilisation de son véhicule pour des déplacements professionnels. Et c'est compatible avec le covoiturage, donc uniquement pour le conducteur. Dans le cas des déplacements professionnels, l'entrepreneur peut aussi favoriser l'autopartage en mutualisant les véhicules entre plusieurs entreprises. Par exemple, quand on est sur des zones d'activité, on va avoir plusieurs entreprises sur le même site, on pourrait recourir à des véhicules partagés pour le déplacement des collaborateurs.
Et puis dans le cadre du vélo, on peut avoir des réductions d'impôts si on met à disposition des vélos pour le déplacement domicile-travail. Donc là, on sort un peu, là, on quitte un peu la LOM, c'est juste pour présenter quelques aides pour mettre en œuvre en fait des entreprises qui seraient motivées, qui souhaiteraient se lancer dans des actions pour favoriser la mobilité active de leurs salariés. J'ai listé quelques types d'aides. Donc l'objectif, donc un programme qui s'appelle l'Objectif Employeur Pro Vélo, qui est porté, donc c'est un programme C2E porté par la FUB, donc la Fédération des usagers de la bicyclette. Donc qui incite à l'utilisation du vélo dans les déplacements domicile, travail et professionnel. Donc qui va permettre d'obtenir un label pour les entreprises et de participer au financement d'actions qui se retrouvent dans un catalogue d'actions qui permettent de répondre aux besoins des salariés et de valoriser la pratique du vélo. Donc là, j'ai cité quelques exemples, mais le catalogue est beaucoup plus exhaustif. Enfin, ce que j'ai listé n'est pas exhaustif du tout, mais voilà, on retrouve la mise en place d'abris vélo sécurisés, la formation à la pratique du vélo, des ateliers d'entretien ou de réparation du vélo, des diagnostics de mobilité. Voilà, c'est tout un type d'aide, tout un panel d'aides qui peuvent être financées en partie avec une prime entre 40 et 60% pour la mise en place de ces actions. Autre dispositif C2E, toujours dans le cadre du vélo, on a le programme Alvéole Plus, donc qui peut concerner certaines entreprises. Donc là, je vous renverrai vers le site dont j'ai mis l'adresse en dessous, la aide territoire, qui présente pour chacune de ces aides une fiche complète sur les types d'entreprises qui peuvent être concernées. Donc voilà, l'objectif là, c'est la création de stationnements vélo sécurisés. Et enfin, le programme Advenir Plus, donc là, on est sur la partie flotte véhicule, donc le financement de bornes de recharge électrique. Et donc voilà, donc sur le site Aide Territoire, donc vous trouvez l'adresse sur la planche. Là, vous avez vraiment la possibilité d'identifier toutes les aides qui peuvent être mises en place sur le territoire pour favoriser des mobilités alternatives à la voiture et à l'autosolisme. Et toutes les aides, pas que de l'État, mais aussi des différents partenaires. Je pense qu'il y a la région, voilà, les départements, enfin tous les territoires qui peuvent financer, enfin tous les organismes qui peuvent financer peuvent intégrer sur ce site leurs aides. Donc ça peut être aussi, par rapport aux questions qu'il y a pu avoir tout à l'heure, une bonne porte d'entrée pour identifier les sources de financement quand vous avez des projets, pour voir ce qui peut vous être apporté en termes de financement. Je pense que j'en ai terminé. J'ai dû aller assez vite, comme ça on a rattrapé un éventuel retard. Bonjour, Denis Pensu, Giprecia. J'avais une question concernant le covoiturage. Quand on utilise un véhicule professionnel, la contrainte, c'est que les assurances interdisent le covoiturage. Et je voulais savoir s'il y avait des dispositifs réglementaires qui permettaient de dépasser cette limite. Dans le cadre de déplacement professionnel ou domicile-travail, enfin, déplacement professionnel, oui. Est-ce qu'il y a peut-être des structures qui savent répondre, monsieur? Non. Oui. Oui, c'est les assurances qui ne prennent pas en charge, et donc on veut savoir s'il y a des assurances qui prennent en charge, c'est ça? La question, c'est savoir si la loi LOM ou les suites de la loi LOM pouvaient contribuer à dépasser cette contrainte. Parce que les employeurs ont au fait de limiter de ce fait. Là, ça serait du covoiturage entre salariés de la même entreprise ou entre salariés d'entreprises différentes? D'entreprises différentes. Non, mais là, en fait, c'est aujourd'hui, vous avez sur la région, enfin moi, c'est mon cas, hein, quand je ne peux pas prendre le train, je suis en voiture et nombre de trajets, je les fais seul, ce qui est aberrant. Et donc, moi, ce que je vis, c'est que justement, je voudrais faire du covoiturage, mais j'ai une disposition d'assurance qui me l'interdit. Sur votre véhicule ou un véhicule professionnel? Véhicule professionnel. Oui, madame, une réponse. Merci, bonjour. Oui, au-delà de la problématique de l'assurance, déjà à la base, c'est l'employeur qui interdit donc de prendre des personnes hors entreprise dans le véhicule.
Et de même, quand on souhaite covoiturer avec une autre entreprise, nous-mêmes ne sommes pas assurés pour monter dans un autre véhicule pendant le temps de travail. J'avoue que je n'ai pas la réponse sur le côté des assurances. Effectivement, ce que j'ai pu indiquer tout à l'heure, de toute façon, c'est la LOM, elle est là pour, en tout cas, elle a prévu des dispositions pour favoriser, dans le cadre des négociations, par exemple, pour des instances d'échange entre salariés et l'entrepreneur. Après, il n'y a pas, elle va pas, enfin, comment dire. Voilà, c'est dans le cadre de ces négociations que de faire changer les mentalités, par exemple, et de permettre d'avoir recours au covoiturage entre salariés de différentes entreprises, de parvenir à un accord avec l'entrepreneur. Après, la question des assurances, là, c'est un autre volet. Peut-être que c'est dans le cadre des échanges avec l'assurance où il y a peut-être des options à inclure. Ou, voilà, là, j'ai pas la réponse sur ce côté. Oui, il y a des assurances qui avancent sur certains points, mais a priori, là, on ne peut pas engager d'échange avec eux. Oui, madame. Merci. Bonjour, Karine Bio, département du Loiret. Donc, on a assez peu parlé des départements, pour cause, on n'est pas AOM. Je voulais juste faire un peu de pub quand même, parce que mon travail, notamment nos élus, sont très moteurs sur la mobilité dans le département. Et on organise un événement des Assises de la mobilité le 28 novembre prochain. Donc, le planning et toutes les interventions sont en ligne sur le site du département. Et je voulais juste préciser qu'effectivement, pourquoi on intervient, parce que la mobilité, c'est un sujet transverse. Et nous, on a des compétences départementales, que ce soit environnementales, sociales, les collèges, le tourisme. On retrouve la mobilité, en fait, partout. Et nos élus ont voté un schéma de mobilité assez fort. Et il y aura des annonces pour les années à venir sur les actions qu'on souhaite mettre en œuvre avec les EPCI et la région et les services de l'État. Sur le volet, juste pour compléter, effectivement, je ne suis pas rentré dans le détail, mais quand je parlais tout à l'heure du fonds de mobilité active, notamment du vélo, dans nos appels à projets, on finance donc des infrastructures cyclables. On n'a pas que des AOM en fait, qui sont porteurs de projets. Là, toute collectivité qui est gestionnaire de voirie peut déposer des dossiers. Et on a de nombreux dossiers déposés par des conseils départementaux, effectivement, et aussi dans le cadre de la mise en place de pôles d'échange multimodaux, notamment aussi pour le Loiret. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est important d'insister sur le rôle du département, notamment pour, parmi d'autres sujets, le déploiement du vélo, puisque le département a la compétence voirie sur les voiries départementales. Et si on veut développer des vraies infrastructures cyclables, le département doit absolument agir. Et tout à l'heure, vous avez évoqué les ZFE et qu'il y avait 2 territoires en région qui l'étaient. Est-ce que vous pouvez préciser les 2? Et je crois avoir compris qu'Orléans n'était pas trop favorable pour des raisons que je n'ai pas encore bien saisies. Et dernière question, en général, c'est plutôt défavorable aux gens qui sont déjà en précarité parce qu'ils ont des véhicules anciens. Donc, est-ce qu'il y a des aides pour ces gens-là? Alors, effectivement, j'ai oublié de préciser les 2 territoires. Donc, on est sur les agglomérations de Tours et d'Orléans. Et comme j'ai indiqué tout à l'heure, donc il y a une évolution récente, une précision des textes réglementaires. Donc les 2 territoires concernés en région Centre-Val de Loire sont devenus territoires de vigilance. Et donc la seule obligation, c'est donc de mettre en place des restrictions de circulation pour les véhicules qui ne sont pas classés. Donc c'est-à-dire qu'ils sont au-delà de la vignette critère 5. Donc ça va. J'ai pas de chiffres, mais ça devrait concerner finalement assez peu de véhicules. Voilà. En moyenne, c'est 2%, les véhicules qui sont non classés, donc les véhicules qui ont plus de 26 ans, je crois. Mais alors, pardon, je me permets de compléter, mais les territoires de vigilance, ce ne sont pas des territoires où il n'y a plus d'obligation de mettre en place une ZFE. C'est juste que par rapport aux ZFE, aux 11 autres ZFE en France, le calendrier, le périmètre et le choix des aides, notamment et de l'accompagnement, restent au choix des métropoles, donc de Tours et d'Orléans. Donc, elles ont une obligation de mettre en place une ZFE, mais elles font un peu ce qu'elles veulent. C'est problématique, mais c'est pour garder en tête que quand même, on peut espérer qu'il y ait des actions qui soient mises en place pour améliorer la qualité de l'air, pas pour à minima, ce sera les critères, les véhicules au-delà des critères 5, donc effectivement, qui ont plus de 26 ans, au 1er janvier 2025, mais les collectivités qui seraient volontaires peuvent aller au-delà de cette mesure réglementaire. Oui, moi je voudrais revenir sur la partie employeur avec le versement mobilité. C'est vrai que c'est une bonne opportunité qu'offre la LOM, puisque c'est une voie de financement finalement. On sait que ça pose des problèmes, puisque imposer entre guillemets une nouvelle taxe à des employeurs qui sont présents, ça peut amener à du dumping fiscal,
avec évidemment des guillemets, hein, de certains départements, même certaines certaines collectivités par rapport à d'autres. Et également, est-ce que ça risque pas de déresponsabiliser finalement l'employeur en disant « Oh, j'ai versé mon versement mobilité, finalement, ça ne me concerne plus, c'est du domaine de la collectivité. » Et tout ce que vous avez décrit en termes de organisation des déplacements, la maille fine qu'on cherche à avoir pour adapter à l'individu, est-ce que ça risque pas d'avoir un effet finalement un peu néfaste? Pour répondre sur le premier point, sur le dumping, voilà, donc la contrainte pour les collectivités, pour les entreprises, pardon, c'est aussi la réponse qui peut être apportée aussi par la collectivité qui souhaiterait lever ce versement mobilité, c'est aussi de leur dire que le versement mobilité va permettre d'apporter des offres de mobilité supplémentaires sur le territoire et donc favoriser aussi la mobilité des futurs salariés et régler aussi, permettre, en tout cas apporter une solution pour régler ces problèmes de mobilité des salariés. Les entreprises ont parfois du mal à recruter du fait de l'isolement de leur... quand on est dans des zones d'activité un peu excentrées du réseau de transport. Le versement mobilité, il est levé pour... il faut disposer d'un service de transport régulier, mais après, il peut financer tous les services de mobilité. Donc, il peut financer un transport à la demande, par exemple, qui permettrait de desservir une zone d'activité. Donc, ça peut être une des réponses à apporter à l'entreprise qui serait opposée au versement mobilité. Et le deuxième point de votre question, je l'ai oublié de ce coup-là, pardon. Alors, oui, après, la collectivité ne va pas apporter toutes les réponses. Je repense au vélo, par exemple. Voilà, si la collectivité va mettre en place l'infrastructure cyclable qui pourra arriver jusqu'à l'entreprise, après l'entreprise derrière, elle peut effectivement se dire que favoriser pour avoir un parcours complet, le stationnement vélo il est nécessaire et le stationnement vélo il sera au sein de l'entreprise. Donc dans ce cadre-là, l'entreprise elle a toujours un rôle à jouer, tout comme la mise en place d'un forfait mobilité durable pour compenser le coût des transports pour ses salariés en fait. Oui. Alors je suis aussi conseillère au Césaire. Et sur cette question de la loi LOM, la pandémie a fait que on est tous restés chez nous, mais on a développé le télétravail et ça tombait pile poil au moment de la sortie de la loi LOM. Donc on a eu effectivement l'occasion, au travers de la commission transport, mobilité et développement durable, d'éplucher cette loi LOM et ça nous a valu de relever certains manquements de la loi LOM et notamment la question du versement mobilité. Et on en a fait un point, alors c'était pas exhaustif, mais les points saillants qui remontaient, qu'on a envoyé d'ailleurs à l'époque à la première, qui est aujourd'hui première ministre, mais à l'époque était ministre des Transports, et notamment et à la région évidemment, mais la responsabilité c'était l'État, donc on a envoyé à l'État. Et sur le versement mobilité, vous l'avez dit, la loi LOM permet la couverture de tout le territoire en matière de compétences de mobilité. Mais les EPCI avaient le choix de la prendre ou pas la prendre. Et les EPCI sont éligibles au versement mobilité, pas la région. Et ça, c'est un manquement. Parce que du coup, la région, elle a quand même la compétence pour eux. Vous l'avez dit, il n'y en a que 13, hein. Sur les 70, hein, ça fait qu'il en reste une petite soixantaine où la compétence, c'est la région qui l'a prise, sans financement, puisqu'elle n'est pas éligible au versement mobilité. Donc effectivement, c'est pris sur le budget global transport et tous les développements de transport de divers modes, c'est financé sur le budget de la région. Donc ça nous interroge sur le financement. On avait aussi préconisé par rapport à l'obligation qui est faite aux employeurs, parce que là aussi c'est effectivement une obligation, d'aborder la question des mobilités dans le processus de négociation annuelle avec les salariés. On avait étendu la proposition
de regarder pas à l'échelle de l'entreprise, mais à l'échelle d'un site commercial ou industriel. Parce qu'on a quand même beaucoup d'entreprises où il y a moins de 50 salariés et que ça nécessite de regarder à l'échelle du site où les gens se déplacent et que ça aurait mérité que les entreprises se parlent entre elles pour regarder les contraintes qu'ils ont en termes d'horaire, etc., pour éventuellement réfléchir à faire un plan de mobilité sur site. C'est-à-dire qu'on fait, y compris la complémentarité, on fait du transport collectif avec les collectivités qui amènent aux abords des zones commerciales et industrielles, et charge après aux entreprises d'organiser pour permettre aux salariés d'avoir des modalités de transport qui leur conviennent, et y compris qu'on peut le développer dans le cadre de l'activité commerciale pour les gens qui vont dans ces zones-là. Et puis sur l'aide, sur le forfait mobilité, les employeurs ont la possibilité, c'est même pas une obligation, de verser un forfait, donc voilà, public-privé. Là encore, quand on voit les conditions pour avoir droit éventuellement à négocier un forfait mobilité, c'est encore la double peine pour ceux qui n'ont pas les moyens, parce que vous avez vu les contraintes, il faut utiliser ou le vélo, ou le covoiturage, ou avoir un véhicule électrique, ou voilà. Et malheureusement, il y en a, il y en a beaucoup encore qui n'ont pas ces possibilités-là, et pour autant, du coup, ils ne rentreront pas dans les critères pour pouvoir toucher le forfait mobilité. Alors, sur le vers... Ouais, pardon, c'est juste quand même le forfait mobilité durable. D'où le fait que ce soit certains modes et pas la voiture solo qui soit privilégiée. Je te laisse répondre et après. Sur le versement mobilité, alors je ne vais pas répondre à la place de la région. Je pense qu'il y a il me semble qu'il y a des discussions en cours au niveau de l'État, entre l'État et l'association des régions. Enfin voilà, il y a des. Oui, je pense que c'est pas, il n'y a pas que la région Centre-Val de Loire qui est concernée. Voilà, donc je n'ai pas plus de réponses à donner, si ce n'est qu'il y a des discussions en cours effectivement sur ce volet-là. Sur la question des plans de mobilité inter-entreprises, de toute façon la LOM, je ne vais pas dire qu'elle met assez peu d'obligations, mais effectivement, on est sur les 50 salariés pour un site. Rien n'empêche, notamment, je pense aux collectivités dans lesquelles il y a des chargés de mission mobilité qui ont pu être mis en place, les collectivités qui ont pris la compétence AOM, par exemple, d'aller sensibiliser ces entreprises qui se situent dans les zones d'activité pour leur dire il y a des possibilités de mettre en place un plan de mobilité inter-entreprise. Ça a été fait sur tel ou tel endroit. Enfin, il y a des exemples, pas forcément en région Centre-Val de Loire, mais je sais que dans le Loir-et-Cher, il y a eu un plan de déplacement inter-administration sur un même site. Il y avait plusieurs administrations, donc ils ont élaboré un plan de déplacement. Rien ne les empêche effectivement de réfléchir ensemble sur cette thématique-là. Il n'y a pas d'obligation, effectivement. Et après, le forfait mobilité durable, effectivement, il y a le mot durable, donc voilà, ça limite, même s'il y a quand même un certain nombre le covoiturage, alors il a ses contraintes, il a ses difficultés parce que c'est un changement de comportement, de partager sa voiture, mais c'est quand même un mode, on reste sur de la voiture, donc c'est une solution pour les secteurs, c'est plutôt une bonne solution. En tout cas, c'est une solution pour les territoires en milieu peu dense, où il y a peut-être moins de solutions de transport en commun, où les modes actifs ne sont pas adaptés parce que le déplacement est assez long à faire. Donc voilà, le covoiturage permet quand même l'intégration du covoiturage dans le forfait mobilité durable. Ça permet de répondre à ces besoins où la solution autre que la voiture est encore un peu difficile, quoi. Merci beaucoup. On va prendre alors une réponse et une dernière question, et après on passera à la suite. Bonjour, donc Éric Lecomte, chargé de mission stratégique et prospective au Conseil régional. Je voulais juste apporter une réponse complémentaire sur la partie versement mobilité. Oui, tout à fait, il y a des échanges qui sont actuellement en lieu avec l'État sur la question de versement mobilité, puisque notamment la région Île-de-France a un versement mobilité qui est déplafonné pour lui permettre de financer des infrastructures.
Et donc nous, on a aussi des échanges, notamment avec les collectivités, les métropoles, dans le cadre des financements ce qu'on appelle les étoiles de mobilité, donc les services express métropolitains. Donc c'est vrai qu'on a des réflexions sur comment financer les infrastructures de transport. On évoquait tout à l'heure la question de comment financer les infrastructures de transport. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est face à un mur de financement pour pouvoir être en capacité finalement de faire un report de modal massif. Sur la partie forfait mobilité durable, je voudrais juste peut-être une réflexion que je me suis posée finalement quand on a vu ce forfait se mettre en place. Finalement, je me suis dit c'est dommage qu'on n'ait pas la marche qui soit inclue dans les financements possibles. C'est-à-dire qu'on peut, en fait, à partir du moment où on se déplace à vélo, on utilise les transports en commun ou covoiturage, on est financé. Mais finalement, le mode de déplacement le plus simple, le moins consommateur d'énergie, la marche, n'est pas valorisé dans le forfait à l'heure actuelle. Voilà, je termine là parce que je ne vais pas manger plus de temps. Merci beaucoup. Je crois qu'il avait été question à un moment d'intégrer la marche et ça n'a jamais vu le jour. Mais peut-être un jour. Madame, une dernière question. C'était pour compléter un peu le propos de Madame. Effectivement, merci beaucoup d'avoir mis le point là-dessus. Donc chambre des métiers et l'artisanat, et effectivement je trouve que c'est compliqué. Là je voulais poser la question, les comités des partenaires, où est-ce qu'on les retrouve? Alors le comité des partenaires, c'est donc au niveau des AOM, donc c'est donc les 13 territoires qui ont mis en place, donc qui ont pris la compétence mobilité. Les 13 comités de communes qui ont pris la compétence mobilité ont donc l'obligation de mettre en place ce comité des partenaires. Donc là, on pourrait vous donner la liste. Je ne vais pas vous les lister ici. Déjà, je ne voudrais pas me tromper dans les noms, mais voilà, il y en a. Voilà. Donc ceux-là ont l'obligation. Après, pour ceux où la région est AOM locale, c'est soit au niveau. Alors, ça sera soit au niveau de l'EPCI ou alors c'est au niveau du bassin de mobilité. D'accord, oui. Effectivement, parce que sur les plans interentreprises, et je voudrais souligner, là c'est plutôt mon expérience personnelle, les plans de mobilité interentreprises, c'est vraiment nécessaire, non pas seulement pour permettre aux gens de se déplacer, mais pour améliorer les conditions de déplacement des salariés. Parce qu'en fait, vraiment, il y a des conditions de déplacement des salariés qui ne sont pas acceptables aujourd'hui. On a des bus qui sont bondés, qui ne sont pas accessibles. On peut même pas accéder on peut pas non plus accéder à la borne pour signaler qu'on est dans le bus. Et ces gens-là signalent la situation, elle n'est pas prise en compte. Et si on veut motiver les gens à prendre les transports, il faut absolument mettre en place des choses qui soient acceptables pour eux, qui soient dans des bonnes conditions, vraiment. Donc le comité des partenaires, c'est l'instance en fait d'échange. Donc c'est au-delà du fait qu'il doit être réuni pour une évolution du tarif ou des services de mobilité. Il se réunit à minima une fois par an et c'est à cette occasion-là que les usagers, que les représentants d'entreprise peuvent échanger sur justement les services de mobilité qui sont offerts par la collectivité ou le territoire, enfin ou la région, si c'est la région qui a OM local de substitution, et réfléchir, enfin en tout cas et être force de proposition pour que voilà, c'est à ce niveau-là en tout cas, c'est l'instance qui est prévue dans le cadre de la LOM pour échanger sur ces services. Et j'ai oublié de dire aussi que au niveau de la région, donc la région étant chef de file mobilité, elle a aussi un comité régional des partenaires pour plutôt la partie transport interurbain, enfin Rémi et autres. Voilà. Merci beaucoup à tous, c'est super que vous ayez autant de questions. Je vous propose qu'on continue à échanger, mais devant de quoi nous sustenter. Alors,